Bonjour à tous, merci Festal de l'invitation. Je pense qu'effectivement c'est un beau témoignage de ce qu'on peut faire ensemble, hein, d'un partenariat public-privé, d'une forte coopération entre des acteurs qui a priori sont assez différents. Alors je vais vous expliquer peut-être pourquoi j'ai créé Educapital, qui est effectivement le premier fonds d'investissement dédié au secteur de l'éducation et de la formation. Nous, on prend l'éducation au sens très large du terme, hein, de la pré-école jusqu'à la formation tout au long de sa vie, la formation professionnelle. Donc moi, je suis une entrepreneur du web, comme beaucoup de vous dans la salle. Hein. J'ai commencé dans le web en 97. J'ai créé des startups de zéro. J'en ai dirigé et développé d'autres. Voilà, donc j'ai vécu toutes les phases de vie d'un entrepreneur, hein, les difficultés de recrutement, les difficultés de compétition, voilà, comment on fait grossir une société. Et ensuite, j'ai fait de l'investissement. Toujours dans l'internet. Et dans l'investissement, donc je travaillais chez Jaina Capital, qui était un des fonds d'investissement de la place de Paris, et donc je voyais défiler toute la journée des gens qui venaient disrupter le monde du voyage, disrupter le monde de la banque, amener des innovations très fortes, et effectivement des gens qui changeaient fondamentalement des pans entiers de l'économie et qui changeaient la façon dont on allait travailler dans la société au XXIe siècle, et dont la façon dont nos enfants allaient travailler et la société dans laquelle ils allaient vivre. Et le soir, je rentrais chez moi et je écrivais à la main sur le cahier de correspondance de mon fils que demain, il ne pourra pas rester au sport. Et la maîtresse répondait toujours à la main et envoyait le même mot écrit 30 fois de suite à tous les 30 parents de l'école. Et je me suis dit, c'est pas possible, ces deux mondes sont en train de vivre de manière totalement séparée et totalement parallèle. Effectivement, l'éducation de nos enfants, je pense que c'est la chose la plus importante pour tous, hein, et pour une société. Et je me suis dit comment on peut faire entrer l'innovation dans ce secteur et comment on peut faire en sorte que finalement l'école forme le mieux aux compétences du XXIe siècle, à ces compétences un peu nouvelles de travail collaboratif, d'esprit critique, de droit à l'essai, de droit à l'erreur, que ce soit sur le numérique, que ce soit sur le papier, voilà, sans aucune, mais voilà, de manière peut-être différente et de manière beaucoup plus innovante. Et j'ai commencé à rencontrer des startups de l'EdTech, hein, dont certains, et j'ai vu de ces startups de l'EdTech, mais c'était souvent des gens qui étaient brillants, des gens qui avaient tous une très belle personnalité, une conviction profonde, l'envie de travailler dans ce secteur, mais qui vivotaient, qui vivait d'appel à projet en appel à projet, de pilote en pilote, et finalement n'arrivait pas à joindre les deux bouts à la fin du mois, n'arrivaient pas à payer leurs salariés, et finalement la plupart faisaient autre chose après quelques années, parce que un peu épuisés de la difficulté de l'accès au marché. Donc, j'ai commencé à m'intéresser un peu à ce qui se passait ailleurs, et j'ai vu qu'aux États-Unis, il y avait des fonds d'investissement dédiés dans ce domaine, parce qu'aux États-Unis aussi c'est compliqué, hein, il faut aller vendre des solutions à tous les districts, etc. C'est pas, voilà, on verra que c'est plus facile qu'en France, mais aussi il y a des critères. Il y avait des fonds d'investissement qui avaient permis à des sociétés d'éclore. Et donc je me suis dit, voilà, je vais créer un fonds d'investissement dans ce domaine en France. Ça a pris du temps, hein, c'est compliqué de convaincre des investisseurs de venir dans l'éducation, mais finalement on y est arrivé. Donc c'est quoi un fonds d'investissement ? Qu'est-ce qu'on fait au quotidien ? Donc Educapital, notre but c'est de financer entre 15 et 20 sociétés qui vont apporter une innovation majeure dans l'éducation, que ce soit au primaire, au collège, au lycée, dans l'enseignement supérieur, dans la formation professionnelle. Donc nous, notre métier, c'est de parier avant tout sur des hommes, hein, ou des femmes. Il n'y a pas assez de femmes, hein, dans l'EdTech. Il y a beaucoup de femmes profs, mais il n'y en a pas assez en tant qu'entrepreneurs. Donc c'est de parier sur des hommes et des femmes, sur leur capacité à entreprendre, sur leur vision, sur leur capacité à mener une entreprise, à s'associer, à trouver des bons collaborateurs, voilà, et à développer des produits qui répondent à des besoins de professeurs, de directeurs d'établissement et de délégués aux usages numériques. Et aujourd'hui, c'est vrai que moi, la plupart des sociétés qui viennent me voir, ce que je leur demande, la première question que je demande, et s'il y en a dans la salle, ils savent, mais c'est quoi vos usages ? Qui vous utilise ? Combien de fois par semaine, par jour, le professeur vous utilise ? Voilà, c'est de comprendre quels sont les produits. Alors c'est ça ma question, moi, fondamentale, c'est de comprendre quels sont les produits
les services dont vous avez besoin, dont les professeurs ont besoin, dont les établissements ont besoin, dont les délégués aux usages du numérique ont besoin pour transformer cette éducation, donner la meilleure éducation possible à nos enfants. Voilà. Et c'est pourquoi je suis là aujourd'hui. C'est vraiment, je pense qu'il faut qu'on mette en place une politique de coopération entre le public et le privé, parce que nous, les entreprises dont vous avez besoin, que vous plébiscitez, on les financera. Aujourd'hui, nous, on peut mettre on participe au capital des sociétés, donc on peut injecter de 300 000 euros à 1 million, 1,5 million d'euros dans des entreprises selon leur stade de développement. Donc c'est clair qu'on ne pourra pas en financer des centaines, on en financera une quinzaine, une vingtaine, on financera celles qui ont les plus de capacité à se développer. Et ce financement, ça doit leur permettre de développer des équipes techniques, de développer des équipes commerciales, de se lancer à l'international. Parce que le but, c'est de créer, je pense, des champions français dans ce domaine. Parce que si on ne crée pas de champions français dans ce domaine, on aura des acteurs américains, voire même chinois, qui viendront. Le secteur de l'EdTech, il se développe à une vitesse incroyable ailleurs qu'en France. Il y a eu 3,5 milliards investis dans le secteur de l'EdTech en 2017. On est à 7 milliards dans les 2 dernières années. 90% de ces investissements, ils vont aux US et en Chine. La Chine, elle a décidé d'investir 30 milliards dans le secteur de l'EdTech. Voilà, donc ces nations, ils vont de manière très très rapide. Voilà, donc le gros danger, si on ne fait rien, si on n'arrive pas à développer nos propres champions, on aura des Google, des Apple, qui rentreront dans l'école. Et pourquoi ? Parce qu'ils auront eu les moyens de développer des bons produits. Aujourd'hui, si vous voulez, Airbnb, quand Airbnb est arrivé sur le marché français, il y avait des tonnes de sites qui proposaient de la location de courte durée, etc. Ils sont arrivés avec un site plus ergonomique, mieux fait, dont l'usage était facile, et du coup qui a été adopté par tous. Voilà, donc nous aujourd'hui, on a besoin d'avoir des champions français. On a nous les moyens de les financer. Bien sûr, c'est un métier difficile parce que sur 100 personnes, on en choisit 1 ou 2. Mais ces choix, on veut les faire avec vous, avec les utilisateurs. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, dans toutes les sociétés Internet qui se sont développées, il n'y a pas de secret, c'est des produits qui ont été plébiscités par les utilisateurs. C'est des produits qui ont été utilisés, qui ont eu de l'usage. Et donc moi, ma grande question, c'est comment on peut travailler ensemble pour comprendre vos besoins et comprendre les produits que vous aimez, les produits que vous publicitez, que vous approuvez, qui sont utilisés en classe, que les professeurs aiment utiliser avec leurs élèves, que les élèves aiment utiliser et qui ont les moyens de se développer. Alors ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est clairement faciliter l'accès au marché. Et là, je pense qu'on est tous dans la même barque. C'est vrai que moi, je ne comprends, ça fait plus d'1 an et demi que je travaille sur Educapital, ça fait 4 mois que le fonds est lancé, je ne comprends toujours pas la modalité d'accès au marché. Je l'ai dit à Sabrina tout à l'heure, bon, je n'étais peut-être pas très bien réveillée, c'était le matin et tout, mais je n'ai rien compris. Et j'ai besoin, je lui ai dit, donnez-moi un cours particulier cet après-midi. Je veux comprendre, je trouve que c'est d'une complexité énorme, et tant que ça sera, et si vous voulez, nous, on est fonds d'investissement dédiés, mais l'idée, c'est qu'on peut aussi amener avec nous, dans des entreprises, d'autres fonds d'investissement. Parce que l'idée, c'est que plus il y aura de capital dans ce secteur, plus les entreprises pourront se développer. Et moi, mes collègues investisseurs financiers dans d'autres secteurs, ils ne comprennent rien. Ils ne veulent même pas se donner la peine de comprendre. Ils disent c'est tellement compliqué qu'on préfère partir ailleurs. Et donc voilà, c'est faciliter l'accès au marché, faire des choses simples qui peuvent être comprises, et surtout que les sociétés peuvent mettre en place. Aujourd'hui, l'accès au marché, il est critiquement impossible à comprendre, et donc du coup, c'est des plus de brouillard qui arrivent, etc. Et donc ça ne crée pas des sociétés solides. Alors ensuite, par rapport à la question de Philippine, c'est quoi les critères ? Bon, bien sûr, je pense avant tout, c'est l'équipe. Le critère numéro 1 d'un investisseur, c'est l'équipe. C'est la complémentarité de l'équipe, c'est la volonté du chef d'entreprise, c'est sa capacité à tenir, sa capacité à être visionnaire. Deuxièmement, effectivement, il faut un business model. À un moment donné, une entreprise, elle doit payer ses salaires à la fin du mois. On est tous payés à la fin du mois, il n'y a pas de secret. On ne peut pas vivre sans business model. Donc il faut qu'il y ait un business model. Donc il faut derrière qu'il y ait, nous, on peut juger
viabilité de ce business model, la viabilité de sa croissance, etc. Mais à un moment donné, il faut qu'il y ait un business model et il faut qu'il y ait d'un côté des gens qui vendent un service et de l'autre des gens qui achètent un service. Donc il faut à un moment donné faire en sorte qu'il y ait des entreprises qui vivent dans ce secteur. Les éditeurs scolaires ont très bien vécu. C'est d'ailleurs l'un des secteurs les moins disruptés dans le numérique par l'innovation. Donc voilà, ils ont eu des business models. Il n'y a pas de raison que ces business models ne se répercutent pas sur le numérique. Moi, une des questions que j'avais posées, c'est pourquoi on n'a pas, dans le choix des ressources numériques, la même facilité que sur le choix des manuels scolaires. Les manuels scolaires, les profs se réunissent, ils décident d'un manuel scolaire, le directeur d'établissement décide d'un manuel scolaire, et voilà. Et donc il y a des entreprises qui ont vécu largement, très bien sur ce marché pendant des années. Pourquoi sur le numérique c'est aussi compliqué? Pourquoi il faut passer par des appels à projets, des réponses à des candidatures? Pendant que les startups répondent aux appels à projets, eh bien elles développent pas leur société, parce qu'elles sont focusées sur des appels d'offres à remplir et elles ne développent pas les sociétés. Pourquoi on ne peut pas juste faciliter, et ma grande question aussi, pourquoi ne pas donner beaucoup plus d'autonomie aux directeurs d'établissement pour choisir avec leurs professeurs, avec les délégués aux usages du numérique, voilà, choisir les produits et ensuite pouvoir avoir une relation très simple de l'accès. Voilà. Donc moi j'ai beaucoup de questions sur l'accès, mais j'ai beaucoup de questions avec vous. C'est comment on peut coopérer pour comprendre vos besoins, pour comprendre les sociétés qui vous intéressent et pour donner à ces sociétés les moyens de se développer et les moyens de construire des véritables champions français de la tech, parce qu'on a des très bonnes équipes en France. On n'a rien à envier honnêtement de ce qui se passe à l'étranger. On a des très bonnes équipes d'ingénieurs. On est souvent d'ailleurs connu pour ça dans la tech. On a beaucoup d'ingénieurs qui partent ailleurs et dans les grandes sociétés, les Facebook, les PayPal, etc. On a souvent des ingénieurs français. Donc on a des très bonnes équipes mixtes. Voilà, on a des gens qui ont envie de faire les choses. Aidez-les, parce que si vous les aidez pas, ces gens se décourageront et partiront faire autre chose. Et moi, j'en ai déjà vu des gens partiront faire autre chose et les investisseurs aussi partiront investir ailleurs. Donc voilà, donc je pense que c'est un moment critique en France aujourd'hui. On a eu la chance d'avoir ce fonds d'investissement. Nous, c'est vraiment un fonds d'investissement public-privé. Donc faisons marcher ce partenariat public-privé. Essayons de casser les codes, de travailler ensemble. Et voilà, et dites-nous ce dont vous avez besoin et facilitez-leur l'accès au marché.